On oublie souvent le sort des habitants du nord de la Marne pendant la Grande Guerre, pour n'évoquer que la fameuse bataille de la Marne ou le martyre de Reims. Or, ils ont dû affronter 4 ans d'occupation. Varmerieville est en 1914 un bourg agro-industriel prospère de 2000 habitants, dont une des 2 usines textiles est dirigée par Léon Harmel, figure emblématique du patronat catholique social de l'époque. Le mois d'août 1914 s'était écoulé plutôt calmement. Mais le 31 août, brutalement, la guerre rattrape le village. Les combats sont désormais tout proches. Les Allemands, maîtres des Ardennes, entament leur progression dans la Marne. Les Varmerievillois se jettent à leur tour sur les routes. La moitié d'entre eux ne dépasse pas Reims, qui est pris dès le 4 septembre. 1200 personnes regagnent alors le village, où les arrivées massives de troupes ne se font que mi-septembre. Les Allemands, tenus en échec sur la Marne, sont en train de reculer au nord de Reims. Dans le village, les va-et-vient de l'armée ennemie sont constants. Chacun vit dans la confusion, persuadé néanmoins que la situation n'est que provisoire. Or, octobre ne voit pas le départ des Allemands, bien au contraire. Avec la fixation du front, le contrôle des arrières est désormais leur priorité. Une série de mesures s'abat sur le village. Déportation, circulation hors du village interdite, couvre-feu instauré. Enfin, l'administration d'occupation s'installe avec une Ortskommandantur qui remplace l'état-major de von Bülow, fixé dans le village depuis un mois. Les exigences matérielles augmentent aussi, et Varmerieville peine à satisfaire les réquisitions. La municipalité se ressaisit. Devant l'épuisement des ressources financières des habitants, elle décide en novembre de verser des allocations militaires et, devançant les autres régions envahies, d'émettre des bons communaux qui remplacent la monnaie défaillante. De même, pour assurer le ravitaillement de la population menacée par l'enlèvement des récoltes et de la farine, elle crée un moulin artisanal qui va permettre au village de vivre sans rationnement jusqu'en février 1915. Enfin, la commune procède à la municipalisation des commerces. Une boulangerie et un magasin communaux sont ouverts. Seul le maire, Maurice Harmel, et 2 conseillers, Pierre Secours et Léon Lotte, sont restés au village. Aucune réunion du conseil n'a lieu. De plus, c'est la filature Harmel qui est à l'origine de la création des bons d'approvisionnement et des allocations. Et ce sont ces dirigeants, eux aussi demeurés sur place, qui prêtent leurs locaux pour les commerces. Le poids de la filature, 750 personnes sur les 1200 restées au village, justifie l'ingérence de ces patrons dans la gestion communale. À l'automne 1914, face à l'occupant qui pose les fondations de son système, tout repose donc sur un seul homme, Maurice Harmel, qui, plus que l'autorité municipale, incarne avec ses frères industriels l'autorité naturelle au village. Mais début 1915, tout bascule. Le 31 janvier, le 6e Armor Corps remplace le 10e Reserve Corps. Avec les troupes d'active, le style d'occupation change. Le nouveau commandant reprend le village d'une main de fer. Usines et moulins fermés, récoltes et gros bétail entièrement réquisitionnés, maisons numérotées et rues débaptisées. Après un recensement général, tous les hommes sont mis au travail, sans rémunération. Après quelques semaines de ce régime, les habitants commencent à se plaindre. La méthode de gestion personnelle du maire est désormais contestée. Pour calmer le jeu, Maurice Harmel décide alors de réunir, pour la première fois, conseillers et notables de Varmerieville. Par crainte d'avoir face à lui un pôle de défense uni et trop entreprenant, le commandant fait emprisonner le maire. Comme dans beaucoup de territoires occupés à cette période, 639 personnes, principalement des femmes et des vieillards, sont forcés de quitter le village pour rejoindre la zone tenue par les Français. De 1200, Varmerieville passe à moins de 600 habitants. Mais la part des hommes de 17 à 50 ans a doublé. L'occupant a donc retenu au village une population de travailleurs. En effet, les besoins sur place sont énormes. Varmerieville devient un village d'arrière-front, matériellement et humainement mobilisé au service de l'effort de guerre allemand. Le commandant nomme alors comme nouveau maire Léon Harmel, patron de la filature, à la tête du conseil communal. On peut cependant s'interroger sur la marge de manœuvre de ce conseil de 10 membres, entre une population dans le dénuement et une occupation intraitable. Le commandant impose en effet à partir de mars 1915 à la mairie d'être la courroie de transmission de ses ordres. Le maire doit assister à l'appel du matin, pour les corvées, et lui présenter un rapport chaque soir. Le conseil va pourtant chercher à affirmer sa présence, notamment en décidant unilatéralement de se réunir toutes les semaines. Le nouveau maire veille à ce qu'une véritable concertation et un partage des tâches existent au conseil, pour une action plus efficace et une vigilance de tous les instants. Enfin, il répond au harcèlement administratif de l'occupant par un harcèlement épistolaire. En 2 ans, il envoie plus de 1000 lettres au commandant. La question cruciale est celle du travail forcé. Chaque matin, après l'appel, 150 à 180 hommes sont requis par les Allemands. Les premiers mois sont émaillés d'incidents et de refus de travailler. Le conseil communal cherche en vain à faire diminuer ses corvées. Il se met alors à harceler l'occupant pour obtenir un paiement. Le commandant cède peu à peu. Fin 1915, quasiment tous les hommes reçoivent 1,60 marks par jour. Le calme revient alors. Les hommes acceptent le travail. Mais ce qui explique sans doute la soumission des Varmerievillois, plus que le salaire reçu, c'est la conscience d'avoir,
en travaillant sur place, une situation préservée par rapport à d'autres civils déportés et arrachés à leur foyer au gré des besoins allemands. Malgré tout, cette occupation permanente attise les dissensions au sein de la population dans cette atmosphère de tension psychologique intense qui génère un univers mental bien particulier. Entretien, logement des troupes, mais aussi confection de gabions pour les tranchées, emploi à l'année les civils, sans oublier la vaste exploitation agricole créée par l'occupant au sein du village, qui requiert près de 85 hommes pour le bétail et les travaux des champs. Le besoin est tel qu'en décembre 1915, quand paraît un ordre supérieur de réquisition de tous les hommes pour les Ardennes, les réclamations du Conseil rencontrent la bienveillance du commandant qui, pour garder sa main-d'œuvre, ne désigne pour le départ que 25 jeunes gens. Dans ce quotidien difficile, le Conseil ne recueille pas toujours l'approbation de ses administrés. Le départ des 25 requis a donné lieu à des reproches envers le Conseil, qui malheureusement n'y pouvait rien. Ce qui frappe avant tout, c'est la confiscation totale de l'espace villageois par l'occupant. Usine entièrement investie par les services de l'armée, mairie-école convertie en hôpital militaire, maisons transformées en logement pour les troupes. Mais plus encore, c'est l'ensemble du terroir dont les Allemands s'emparent. L'occupant confisque les terres des agriculteurs. S'ensuivent le débornage des champs et la disparition du cadastre. En fait, avec l'interdiction de sortir du village, le couvre-feu, l'obligation de porter une carte d'identité et d'afficher à la porte des maisons la liste des habitants, les Warmerivillois se voient de plus en plus comme des prisonniers. Ils se replient alors chez eux, dans une forme de résistance passive, résolue à ignorer l'occupant, même si parfois ils regrettent certains départs, comme celui de l'officier de justice Gernick, en place 17 mois et très apprécié des habitants. Quant au combat, les Warmerivillois en ont leur propre représentation. Confrontés régulièrement aux soldats allemands revenant du front, ils distinguent toujours avec respect ces hommes de l'occupant, car ils partagent le même sort que les soldats français. Ces sentiments font que, dès l'été 1915, donc bien plus tôt qu'en France libre, l'idée de guerre longue et interminable s'impose dans les esprits des villageois. Mais jamais un doute ne perce sur l'issue de la guerre, l'Allemagne ne peut pas gagner. Les succès allemands sont systématiquement mis en doute et le moindre mouvement français interprété comme une victoire. En fait, malgré leur isolement, les occupés, soutenus par un patriotisme sans faille, se considèrent comme de véritables combattants. Léon Loth, dans son journal, reprend souvent les mêmes mots et thématiques que les soldats des tranchées et démontre la même acceptation profonde de la souffrance. L'occupation est donc perçue comme un état de guerre permanent, la faim, le travail forcé, les réquisitions sont vécues comme des agressions de l'ennemi. L'hiver 1916-1917 confirme ce sentiment de conflit généralisé. Les Allemands répercutent sur Warmeriville la guerre d'usure menée sur le front. Les exactions se multiplient, menant Léon Harmel à la démission, refusée par le commandant. C'est dans cette atmosphère délétère que tombe en 1917 la nouvelle terrible de l'évacuation du village, et le 22 mars, presque tous les habitants quittent définitivement leur commune. Ils ne la reverront que 2 ans plus tard, complètement ruinée. Après l'évacuation des civils dans les Ardennes, la militarisation de Warmeriville est totale. Le saccage devient la règle, les quelques civils restants y assistent, impuissants. La situation perdurera jusqu'en octobre 1918, et puis, tout s'accélère. Pendant la guerre, le Trégiville subit un sort similaire. Fin août 1914, un grand nombre de réfugiés belges et ardennais traversent le Trégiville. De nombreux blessés passent, entassés dans des charrettes. Les Allemands envahissent le village le 31. Les habitants qui ont évacué vers Reims, la veille, sont rattrapés par les Allemands qui leur conseillent de rentrer. Le 10 septembre, les troupes allemandes sont repoussées de Reims et le Trégiville va rester sous occupation allemande jusqu'à la fin de la guerre. Afin d'éviter l'inconfort de l'occupation, en avril 1915, une centaine d'habitants sont évacués et gagnent la France libre en passant par l'Allemagne et la Suisse. Le maire du village est alors remplacé par M. Boucher-Chevalier. Les restrictions se font sévères. Les habitants ne peuvent quitter le village sans autorisation, ils ont peu de liberté et doivent se plier aux ordres de l'envahisseur. Les terres agricoles étant à la vue des avions français, elles restent relativement épargnées et sont cultivées. Les bois, par contre, accueillent de nombreux campements et des constructions réalisées en blocs de béton, préfabriqués sur place. Un réseau de tranchées relie ces campements et les villages environnants. Une voie de chemin de fer étroite longe la route d'Ossons, protégée par des écrans aériens destinés à occulter la vue. En mars 1917, une centaine d'habitants sont déportés vers Avançon pour y travailler, et en mai, le village est complètement évacué. Il reste vide plus d'1 année, puis, comme à Warmeriville, les Allemands finissent par le détruire en dynamitant ou brûlant les habitations. Les arbres fruitiers sont sciés. L'église est dynamitée en octobre 1918, peu avant le départ des Allemands. Vendredi 4 octobre.
Les derniers habitants sont évacués tandis que les Allemands minent toutes les habitations. Samedi 5 octobre, l'offensive française, conduite par la 3e division coloniale et le 3e chasseur d'Afrique, se développe sur une ligne Fresnes-Vitry-Cernay. Elle se dirige vers la Suippe, solidement tenue par l'artillerie allemande. Dimanche, 13h, le 5e bataillon de tirailleurs sénégalais s'empare d'une partie de Bazancourt. Les 61e et 62e bataillons, ainsi que le 7e régiment d'infanterie coloniale, attaquent Varmeryville, mais ils sont repoussés sur la rive sud de la Suippe. Lundi, nouvelle offensive des tirailleurs sénégalais sur Île-et-Bazancourt, qui est entièrement reconquis vers 19h, tandis que les Allemands se replient vers Tagnon, en emmenant les derniers civils encore présents dans le village. Mardi, attaque allemande sur Bazancourt, sans succès. À 17h30, les Allemands se replient vers les bois de Roisy. Mercredi, plusieurs attaques allemandes se brisent sur les positions françaises solidement établies. L'infanterie allemande a attaqué 7 fois en tout. Jeudi, Île et Varmeryville sont toujours aux mains des Allemands, qui procèdent à des destructions dans les villages. C'est ainsi qu'ils font sauter l'église, l'usine Armel et bien d'autres bâtiments. Vendredi, l'infanterie française est à 500 mètres de Varmeryville et Île, et l'artillerie est déployée aux environs de Lavanne et Corel. Au petit jour, les 23e et 7e régiments d'infanterie coloniale s'emparent de la ligne Bou-sur-Suippe-Île. L'ennemi recule. Le 62e bataillon de tirailleurs sénégalais attaque en direction de Varmeryville. Les premiers éléments passent la Suippe au près et entrent dans le village vers 10h, ne trouvant que des ruines, des morts et des blessés. Ils font quelques prisonniers. Le bataillon avance alors jusqu'à la Retourne. Dans la soirée, les éléments de tête sont stoppés aux abords de Trégiville par de violents feux d'artillerie et de mitrailleuses. Samedi 12 au matin, les troupes se lancent à l'assaut de ce village mais ne rencontrent que de faibles résistances. Les Allemands ont évacué leur position pendant la nuit. Ainsi s'achèvent 4 ans d'occupation pour nos villages. À la suite de ces combats, le 62e bataillon de tirailleurs sénégalais fut cité à l'ordre de l'armée et reçut la fourragère aux couleurs de la croix de guerre. Le 11 novembre 1918, l'armistice est signé. À Eutrégiville, il n'y a plus de cloche pour le fêter. Les villages ne sont plus qu'un amas de ruines. Les obus et grenades gisent çà et là, constituant un réel danger pour les habitants et la remise en terre des cultures. Alors commence le long travail de reconstruction après 4 ans de conflit. Les restitutions de biens confisqués par les Allemands se sont compliquées par la disparition des registres. Maigre consolation, Varmeryville s'est vu attribuer en mars 1922 les 2 canons pris à l'ennemi, mais en réalité d'origine russe, qui encadrent encore aujourd'hui le monument aux morts. Peu à peu, la population rentre chez elle, s'abritant où elle peut, en attendant les baraquements en bois courant été 1919. À Eutrégiville, le recensement de 1911 compte 502 habitants, celui de 1921 n'en compte plus que 327, soit 175 habitants en moins, ce qui inclut 63 victimes. De cette tragique époque, il nous reste le témoignage des monuments à la mémoire des soldats et des civils morts pour la France. L'inauguration du monument de Trégiville eut lieu le 19 novembre 1922. C'est une colonne carrée de granit, œuvre de la marbrerie Sebald à Corel, et portant les inscriptions de 15 soldats et 48 victimes civiles. Celui de Varmeryville a été inauguré le 2 août 1925. Œuvre du sculpteur Eugène Bourgoin, il représente un soldat la main sur le cœur qui agonise, allongé au pied d'une croix, surmonté d'un archange descendu du ciel qui lui tend une palme. C'est un des rares monuments qui arbore des symboles religieux, dérogeant à la règle qui voulait que ne figurent sur les monuments aux morts que des symboles laïques et républicains. 64 militaires et 2 civils y sont inscrits. Varmeryville s'est retrouvé en zone occupée de 1914 à 1918, et derrière le cimetière communal, le cimetière militaire allemand rappelle que la guerre a frappé des 2 côtés. 2813 soldats, dont 614 en ossuaire, ont été inhumés. Les derniers en 1975, quand les restes de 414 soldats ont été retrouvés emmurés par l'explosion d'un obus français dans un tunnel du Mont Cornier. Lors de l'inauguration du monument de Trégiville, le maire de Vitry-les-Reims s'exprima ainsi. « Nous sommes certains que tous les citoyens, tous les hommes de cœur abhorrent la guerre, et nous demandons à tous d'être clairvoyants et de ne pas permettre le retour d'un tel cataclysme. Il est à craindre qu'une nouvelle guerre, si elle devait être déclenchée, n'atteigne, avec les progrès de la science, enfants, femmes, vieillards. » Phrase ô combien prophétique. Le 3 septembre 1939 débutait la Seconde Guerre mondiale.